Bonjour à tous et bienvenue à la discussion d'aujourd'hui. Je suis accompagné aujourd'hui dans l'émission par Andrei Martianov, auteur et analyste militaire. Andrei, je suis très heureux de vous revoir. Avec plaisir. Merci Glenn. Eh bien, il y a eu récemment d'énormes développements, on pourrait dire, sur les lignes de front, mais aussi sur le plan diplomatique. Ce n'est pas qu'il y ait eu de grands progrès diplomatiques, mais au moins, il y a eu quelques mouvements, on pourrait dire. Ce qui se passe à Istanbul reste un peu flou. De plus, nous voyons maintenant que J.D. Vance a déclaré que les négociations semblent être dans une impasse. Il en a aussi profité pour dire « ce n'est pas notre guerre », signalant ainsi qu'il fait partie du mouvement « America First ». Et Trump vient tout juste de terminer son appel téléphonique de 2 heures avec Poutine. Que pensez-vous de tous ces développements? Rien n'a changé. M. Trump s'est vu expliquer le cadre général. M. Poutine est ensuite sorti et en 3 minutes a tout expliqué ce qui était le point clé. Bien sûr, les Russes auront bientôt des cloques sur la langue à force de répéter cela encore et encore, jusqu'à ce que les causes profondes soient éliminées. Il n'y aura pas de cessez-le-feu, pas d'arrêt des hostilités. Et donc oui, c'est ce que M. Poutine a déclaré à M. Zaroubin et au corps de presse à Sotchi. Je viens juste de l'écouter pour la 2e fois. Et oui, il est fatigué. Il est fatigué d'expliquer à Donald J. Trump qu'il est une partie prenante de la guerre. Les États-Unis sont un belligérant central. Les États-Unis sont la source de l'opération militaire spéciale. Donald J. Trump, en raison des traits fondamentaux de son caractère, le narcissisme étant l'un des principaux, il ne peut tout simplement pas en rester là. Il se proclame artisan de paix, et ainsi de suite. Mais oui, J.D. Vance a en fait raison. C'est une impasse. Tout cela n'est qu'une question de forme, de protocole et de gesticulation. Alors qu'en réalité, ce matin même, l'administration militaire de la région de Sumy, qui est ukrainienne, a ordonné l'évacuation forcée des 202 localités qui s'y trouvent. Et il faut le dire, j'ai lu l'Express, le journal britannique. Vous savez, les Britanniques sont d'excellents militaires. Je suis bien sûr ironique. Ils ont dit que Poutine est tenu dans l'ignorance, que la Russie a déjà perdu 1 million de personnes et qu'elle est en train de perdre lamentablement. Donc, d'accord, vous savez, c'est le monde dans lequel vit M. Trump. Mais ce n'est pas le point principal. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'événement principal, c'est pas cet appel téléphonique. Nous savons de quoi il s'agit. Nous savons comment Trump essaye de sauver ça. Enfin, il n'a pas vraiment de réputation, à part celle d'être un ballon de baudruche. Mais c'est la déclaration de M. Peskov ce matin qui compte. Il n'y a aucun travail en cours pour organiser une rencontre entre Trump et Poutine, et aucune réunion n'est prévue. C'est ça l'essentiel. Cela, dans le langage diplomatique, signifie essentiellement « va te faire voir ». C'est exactement ça. Et tant que Donald Trump ne demande pas, par exemple, à Sébastien Gorka, qui a déclaré il y a 2 jours que la réunion était imminente, comment diable ces gens font encore partie de son administration? Tous ces amateurs militaires, comme Kellogg et tous ces pseudo-généraux et compagnie, il s'est entouré de ces personnes. À l'exception de gens comme Tulsi Gabbard et Kash Patel, qui sont manifestement principalement concentrés sur les affaires internes des États-Unis, son équipe de politique étrangère, à l'exception de M. Witkoff, qui est à juste titre décrit comme un nounours. C'est un type sympa. C'est juste un gars simple et sympa. C'est une catastrophe. Ce type répète son premier mandat. Il est entouré de néoconservateurs. Ce sont eux qui lui donnent des ordres. Il n'a aucune idée de ce qu'est l'armée. Il ne comprend rien aux opérations. Et en conséquence, c'est lui qu'on maintient dans l'ignorance. Et encore une fois, quand on a des gens comme Kellogg, qui ne seraient même pas autorisés à commander un bataillon dans l'armée russe, à quoi peut-on s'attendre?
Et c'est ce que nous voyons. Et aujourd'hui, M. Poutine, encore une fois, lui a expliqué pendant 2 heures, soit nous trouvons des arrangements à plus grande échelle qui constituent un modus vivendi entre les États-Unis et la Russie, et l'Ukraine n'est même pas la première chose à l'ordre du jour. Mais pour Donald J. Trump, il est toujours important de se présenter comme il l'a fait pendant 15 ans dans l'émission The Apprentice. L'homme qui contrôle, celui qui dirige et donne des ordres aux autres. Eh bien, en réalité, il incarne le côté belliqueux. Il représente l'ennemi de la Russie et du peuple russe. Et les Russes n'ont cessé de le répéter. C'est exactement ce que Poutine vient de répéter, littéralement il y a 40 minutes. Il est sorti et a dit, enfin pas tout à fait comme ça bien sûr, mais il a dit « Éliminer les causes profondes, alors nous parlerons plus de ça. » Remove root causes, then we'll talk. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord cependant sur le fait qu'il s'entoure des néoconservateurs. À de nombreux moments pendant la campagne électorale, il a identifié cela comme le principal défaut de sa première administration, et il semble effectivement le répéter. Donc, je ne sais pas. J'entends cependant une autre interprétation de cette dynamique entre Kellogg et Witkoff. Pourquoi mènent-ils une diplomatie parallèle, puisqu'ils sont si différents? Leurs points de vue divergent fortement. Encore une fois, Witkoff semble, dans une certaine mesure, reconnaître où se situent les lignes rouges russes, tandis que Kellogg semble rejouer la Seconde Guerre mondiale, en voulant diviser les choses en sphères d'influence. De plus, il semble préparer tout l'échiquier diplomatique à l'échec et entraîner les États-Unis plus profondément dans la guerre. Mais s'agit-il d'une tactique du gentil flic, méchant flic? Ou bien Trump a-t-il simplement perdu le contrôle de son administration? Et j'imagine que plus important encore, sais-tu comment la direction russe interprète tout cela? La direction russe, comme la plupart des Russes qui s'occupent d'une manière ou d'une autre d'analyse politico-militaire, sait qui est Trump. Écoutez, nous savons, il y a d'excellents psychologues du FSB et du SVR qui travaillent pour le gouvernement russe. Ils savent qui est M. Trump. Oui, il essaye de jouer au mauvais flic, bon flic, mais c'est parce qu'il est ignorant. Et c'est ça le problème. Kellogg est ignorant, il est incompétent militairement. Il n'y a pas de généraux américains compétents sur le plan militaire. Ils ont perdu toute leur guerre. Ils ne savent pas comment mener une vraie guerre. Et en fait, ils ne connaissent même pas la véritable histoire. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour l'armée américaine a été écrite par des gens comme Halder, Hauser, vous savez, et de ce genre Manstein. Alors qu'attendez-vous? Ils vivent dans un monde de contes de fées. Ils ne comprennent pas ce que sont les opérations modernes. Ils ne comprennent vraiment pas. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'on leur enseigne dans leurs écoles d'état-major et de commandement. C'est pareil pour l'Europe. Ils sont littéralement perdus. Et en conséquence, on se retrouve avec cette situation. Et oui, Trump a de nouveau perdu le contrôle de son administration dans le domaine de la politique étrangère. Et il n'a jamais été bon dans ce domaine. Quiconque croit qu'il a écrit son livre, L'art de la négociation, qui a en réalité été écrit par quelqu'un d'autre, j'ai des nouvelles pour vous. Son vocabulaire, je ne suis pas anglophone, et pourtant je parle mieux anglais que lui. Au moins, je connais plus d'adjectifs synonymes de beau ou merveilleux. Je peux un peu développer là-dessus, vous voyez. Voilà. Et vous avez un type qui est narcissique à ce stade de sa vie. Il vieillit. Il a, vous savez quoi, 80 ans maintenant, ou quelque chose comme ça. Oui, ça commence à affecter son caractère. Et cette caractéristique, c'est pas un défaut, c'est une caractéristique passe au premier plan. Vous savez, c'est pour cela qu'il est incohérent. Il est à toute fin utile, schizophrène. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que littéralement, il y a 2 semaines, il est sorti
et a insulté 27 millions de Soviétiques qui sont morts en détruisant la croisade nazie européenne contre les peuples slaves, essentiellement. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Il pense que parce qu'il peut produire ces déclarations grandioses, ce qu'il a toujours fait, et qu'il sait comment essentiellement frauder l'immobilier ou le marché à New York, cela fait de lui un grand homme d'État. Il ne l'est pas. Son premier mandat a été une catastrophe. C'était pendant son premier mandat. Il a lui-même déclaré, je cite, « Oh, j'ai commencé à livrer, vous savez, des javelins et ce genre de choses à l'Ukraine. » Eh bien, c'est pendant son premier mandat que l'Ukraine est devenue de facto presque membre à part entière de l'OTAN, à l'exception de l'article 5. Point final. Voilà ce qu'il a fait. Et maintenant, on a un type qui, en réalité, s'il sent qu'il est en train de perdre dans ses moments de lucidité, il a cette idée qu'il garde, toutes les cartes sont dans sa main. Eh bien, il a eu quoi? 4 mois maintenant pour arrêter la guerre. Il ne l'a pas fait. Voilà. Tout est, vous savez, jugé sur les actes. Et oui, c'est juste pathétique, honnêtement, d'observer cela. C'est incroyable. Oui, Noël, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'affirmation de J.D. Vance, selon laquelle ce n'est pas notre guerre. Je pense qu'évidemment, depuis que l'on pousse à l'élargissement de l'OTAN, au moins depuis 2004, le renversement du gouvernement, ce partenariat de la CIA avec les services de renseignement dès le lendemain du coup d'État. Je veux dire, les États-Unis sont très impliqués dans cette guerre depuis son déclenchement en 2014. Donc, dire maintenant, eh bien, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas vraiment crédible. Cela dit, l'argument de Witkoff selon lequel les négociations pourraient avoir atteint une impasse, cela semble malheureusement être le cas. Mais y avait-il vraiment un espoir à ce sujet? Parce que les parties semblent être trop éloignées, non? Il ne s'agit pas du fait qu'ils soient trop éloignés. Je veux dire, comme je l'ai déjà dit, les Russes sont des ampoules, moi y compris sur la langue. Je veux dire, pour le peuple russe, sur le plan ethnique et culturel, et pour Poutine, Lavrov, Medvedev, Patrushev, la liste est longue, tous les objectifs de l'opération militaire spéciale, qui sont avant tout des objectifs politiques, à savoir la démilitarisation et la dénazification de ce qu'il restera de l'Ukraine, seront atteints. C'est aussi simple que cela. Et c'est M. Poutine, en fait, et Medvedev lui-même, qui ont déclaré sans équivoque que oui, l'élimination de ce régime néo-nazi en Ukraine fera partie de la dénazification. C'est simplement une question de l'évolution de leurs objectifs. Surtout après que Boris Johnson, au nom de l'administration Biden, a saboté les pourparlers d'Istanbul en avril 2022. À partir de ce moment-là, il s'est agi de la démilitarisation de l'OTAN, car l'OTAN est devenu un participant à part entière dans toute cette affaire. Et maintenant, les Russes sont en train de démilitariser l'OTAN, et cela se passe en fait très bien. Que puis-je dire, Joe? Conformément à 1954, la diplomatie est la continuation de la guerre par d'autres moyens. C'est aussi simple que cela. Et seul le champ de bataille, seule la véritable économie, seules les vraies industries décident de l'issue. Point final. Cela a toujours été ainsi, l'est encore et le restera. Et quiconque pense le contraire, comme Trump, il est très bavard, vous savez. Malgré le fait qu'il ait un vocabulaire très limité, il est très bavard. Et il publie constamment ses déclarations sur son, peu importe, Truth Social ou n'importe quel réseau de liberté. Franchement, le président des États-Unis, le président d'une superpuissance, devrait se comporter en conséquence. Mais non, on a tout ce spectacle. C'est un spectacle, mais sans aucune substance. C'est complètement creux. Et en conséquence, Vladimir Poutine lui a déjà dit aujourd'hui ce qu'il fallait dire. Et nous avons aussi M. Peskov qui... En fait, Poutine, hier, avant la discussion, l'avait déjà affirmé. Il l'a répété, et cela sera répété encore et encore, les causes profondes. Si vous ne vous attaquez pas à ces causes profondes, l'Ukraine cessera d'exister.
C'est aussi simple que cela. Les Russes ne sont pas pressés. Ils sont dans une très bonne position, donc ils peuvent prendre tout le temps qu'il leur faut. Si les Américains, cependant, étaient capables, selon vous, de faire pression sur les Ukrainiens en retirant leur soutien en armes, en logistique et en renseignement, et en poussant les Ukrainiens à dire effectivement, eh bien, vous devez restaurer votre neutralité et accepter la perte de territoire, et qu'avec l'effondrement des lignes de front, les Ukrainiens se sentiraient contraints. Et eh bien, les Européens, on n'aurait peut-être même pas besoin de leur consentement. Selon vous, quelle est la possibilité que la Russie soit prête à faire un compromis? Parce que je fais souvent remarquer que Moscou pourrait faire preuve d'une certaine souplesse quant à la délimitation des frontières administratives des 4 nouvelles régions, étant donné qu'il ne contrôle pas tous les territoires. Sur la question, par exemple, de la neutralité, c'est soit oui, soit non. Donc, cela semble évidemment gravé dans le marbre. Mais par exemple, concernant la démilitarisation de l'Ukraine, on peut toujours discuter de l'étendue. Il semble y avoir une certaine marge de négociation à ce sujet. Selon vous, qu'est-ce que les Russes seraient prêts à concéder s'ils obtenaient cet accord de neutralité et la reconnaissance que ces territoires sont désormais russes? Je ne crois pas qu'aucun membre du Conseil de sécurité russe pense une seule seconde qu'il soit possible de conclure un accord avec l'Occident uni, y compris les États-Unis. Je l'ai dit publiquement depuis, cela fait maintenant la 2e décennie, que les États-Unis sont un pays incapable de respecter un accord. Cela signifie que quoi que vous signiez, vous savez, il en va de même pour l'Europe. Rappelez-vous, Monsieur Hollande, vous savez, Madame Merkel, vous savez, c'est un mensonge. Cela a toujours été un mensonge. Et donc les Russes ne sont pas idiots. Ils ont retenu la leçon, ce qui d'ailleurs se vérifie dans les faits. Les Russes en ont fini avec l'Europe, par exemple. Ils se sont détournés et se tournent vers l'Est, et avec beaucoup de succès. Maintenant, la question est que tout ce que vous signez avec l'Occident uni ne vaut pas le papier sur lequel c'est signé. Regardez le traité INF, regardez le traité ABM. Cela n'a aucune importance. Je veux dire, dans ce cas, l'arrangement se fait à l'instant même, de manière typiquement Al Capone. C'est-à-dire, bien sûr, qu'avec une parole aimable et une arme, on va beaucoup plus loin qu'avec une parole aimable seule. Donc l'idée derrière cela, et ce n'est pas vraiment un secret, c'est la démilitarisation complète de l'OTAN et l'effondrement éventuel de l'OTAN, où la Russie construira des relations bilatérales, non pas avec une quelconque UE, non pas avec une quelconque OTAN, mais l'OTAN doit cesser d'exister. Voilà comment ça se passe. Eh bien, si on revient aux frontières d'origine, cela convient aussi aux Russes. Mais le point important, c'est qu'en tenant compte du déclin économique auquel l'Europe est confrontée en raison du manque de ressources, et surtout de ressources énergétiques, les Russes ne sont pas idiots. Ils savent calculer et compter. Par conséquent, les États-Unis doivent foutre le camp d'Europe, ce qui est déjà en train de se produire d'une certaine manière. D'ailleurs, ils discutent actuellement du retrait de toutes les troupes d'ici 2028. Non pas par bonté d'âme, non pas par la bienveillance des États-Unis, mais parce qu'ils n'ont plus la capacité de les maintenir là-bas. Et une fois que ce type d'arrangement est mis en place, alors les Russes disent « Oui, signons quelque chose », et ensuite ce sera signé. Après cela, toute forme de franchissement de ces lignes rouges entraînera leur réponse appropriée, y compris leur « quoi ». Gardons à l'esprit, je le répète à l'envi, l'Occident combiné a perdu la course aux armements. Et ce n'est pas seulement dans un domaine, il l'a perdu dans l'ensemble, de façon générale. Et nous assistons à ce que je répète encore, qui fait désormais partie de la stratégie des Russes,
surtout quand on observe le développement et la dynamique du complexe militaro-industriel, par exemple, à savoir maintenir l'Occident combiné en retard sur la Russie d'une ou deux générations en matière de développement de nouveaux systèmes d'armes et de méthodes de combat. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui a été dit depuis le début, non seulement par moi, mais aussi par mes amis qui sont des officiers supérieurs, colonels et autres de l'organisation syrienne. Ils ont affirmé que l'opération militaire spéciale ne consiste pas seulement, vous savez, à éliminer l'Ukraine et son régime nazi et à vaincre l'Occident. Il s'agit de construire ce que fait le général Gerasimov, chef d'état-major général. Il façonne les forces armées russes pour qu'elles deviennent les meilleures forces armées après 2015, et ils y parviennent remarquablement bien. Donc, c'est le facteur torrentiel dans le domaine conventionnel qui commence à jouer un rôle. C'est, comment dire, comme ceci. Les Russes ne veulent pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Mais ils ont ce pistolet, dont bien sûr nous sommes au courant. Il y a actuellement 700 000 soldats russes en réserve. Que représentent 700 000 soldats en réserve? C'est essentiellement 2 groupes d'armées, en fait 3. Alors peuvent-ils se rendre à la frontière polonaise si nécessaire? Absolument. Peuvent-ils anéantir n'importe quelle installation militaire en Pologne? La Finlande, qui est le nouveau membre de l'OTAN, si, Dieu nous en préserve, l'OTAN décide de se suicider? Absolument. C'est pourquoi le district militaire de Leningrad a été rétabli. Et donc, quand vous regardez cela, c'est le principe d'Al Capone. Une parole aimable et une arme à feu. Vous savez quoi? On peut aller beaucoup plus loin avec ça. Absolument. Parce que les Russes ont tiré les leçons depuis les années 1990. Les Russes ont été traités comme des citoyens de seconde zone, comme des sous-hommes, et ils ont toujours été traités avec mépris. Et chaque fois que les Russes soulevaient une question concernant leurs arrangements de sécurité, cela était perçu comme « Oh, vous savez, ce sont des perdants ». Et plus les Russes étaient prêts à faire des compromis, plus cela était vu comme une faiblesse. Et nous en sommes là aujourd'hui. Je me souviens de George Kennan. Il a beaucoup écrit et parlé dans les années 90 des dangers de traiter la Russie avec trop de mépris, affirmant que cela alimenterait le ressentiment et les conflits à l'avenir. Mais étant donné que, pour citer la France, les négociations commencent à avancer, en l'absence de cela, s'il n'y a pas non plus de capitulation, jusqu'où la Russie ira-t-elle en termes de territoire? Pensez-vous, encore une fois, qu'il y a une limite à ce que les Russes veulent conquérir? Mais les voyez-vous aller plus à l'ouest que Kherson? Oui, c'est possible. C'est clairement l'un des plans de secours. Et c'est pour cela que l'armée américaine et les forces armées tremblent littéralement de peur, parce qu'elles ont déjà été humiliées par toute cette planification opérationnelle qui était, enfin, c'était incroyable d'un point de vue militaire. Le chef du NORAD, comment s'appelle-t-il? Je ne me souviens plus. Il y a une semaine, il a déclaré que si les Russes continuaient d'avancer, cela nécessiterait, enfin, cela pourrait entraîner l'implication de l'armée américaine et de l'OTAN. Avec quoi? Comment comptent-ils même mener ce combat? Mais malgré tout, cela montre que ces gens-là, eh bien, ce ne sont pas de bons militaires, honnêtement. Ce sont avant tout des relais politiques. Et c'est tout ce qu'ils font. Et les Russes s'en moquent. Les États-Unis n'ont pas les ressources pour mener une vraie guerre, et l'Europe non plus, surtout l'Europe. L'Europe, c'est vraiment un tigre de papier. Mais oui, en passant de la diplomatie, ou de l'échec de la diplomatie, au champ de bataille proprement dit, il semble y avoir d'énormes mouvements ces derniers temps, surtout au sud de Konstantinovka. Et effectivement,
de grandes percées. Les Ukrainiens ne semblent pas capables de stabiliser les lignes de front et les Russes semblent être entrés plus ou moins dans un espace opérationnel très large, où ils peuvent soit couper vers l'ouest et former une sorte de saillant autour de Pokrovsk, soit aller vers l'ouest et encercler un vaste territoire, ou simplement remonter vers le nord. Et encore une fois, il y a beaucoup de catastrophes potentielles qui pourraient se produire du côté ukrainien. Et puis bien sûr, ce n'est qu'une direction. On voit maintenant la pression monter sur l'ensemble de la ligne de front, ce qui explique peut-être pourquoi les Européens, après avoir été très méprisants même à l'égard d'un cessez-le-feu, demandent maintenant un cessez-le-feu explicite et inconditionnel de 30 jours, sans discuter d'un règlement politique. Mais selon vous, quelle est l'évolution actuelle du champ de bataille? Parce que, encore une fois, vous n'avez pas le plan de bataille de l'armée russe. Fire. Mais vous êtes analyste militaire, vous lisez les cartes. Que pensez-vous qui se passe? Eh bien non, Pokrovsk sera ce qui se passe en ce moment. Il y a deux axes opérationnels conjoints, Konstantinovka et Pokrovsk. Donc les Russes ont trouvé la faille là-bas, ce qui était attendu, et maintenant Pokrovsk est en train d'être encerclé par le nord, ce qui est naturel. Ce sera un chaudron, les Russes n'entrent pas à Pokrovsk en force, ils vont l'étouffer, ils vont la laisser là jusqu'à ce que la situation devienne absolument intolérable. Ensuite, ils laisseront une ouverture tactique à l'ouest. Ils permettront aux unités et formations restantes d'essayer de s'échapper. Pendant leur fuite, ils seront tués. Mais en général, si l'on regarde le front, c'est une division classique. Ils placent ce qu'il reste des forces armées ukrainiennes dans cette division, ce qui est impossible à tenir. Et oui, c'est une stratégie classique d'épuisement. Et les Russes ne sont pas pressés. Ils ne veulent pas... Écoutez, la question ici qui est justement soulevée par moi et par beaucoup d'autres experts militaires sérieux, mes collègues et amis, en fait, c'est « qu'allons-nous faire ?» demande-t-il avec 200 000 prisonniers de guerre ukrainiens. Qui en a besoin? La Russie peut-elle lancer cette grande offensive? Oui, les Russes en sont capables depuis 2023. Ils ne l'ont pas fait exprès du tout. Ils veulent cette progression lente, usante, en fait un massacre. Et la question c'est, la Russie peut-elle percer, par exemple, autour de Pokrovsk et avancer vers Slaviansk-Kramatorsk lors d'une grande offensive? Oui. Mais pourquoi? Dans quel but? Pour se retrouver avec 150 000 ou 200 000 prisonniers de guerre. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça, le problème. Donc, dans ce cas, je sais que cela peut sembler cynique, mais c'est ainsi que ça fonctionne aujourd'hui. Et cela continuera à fonctionner de cette manière jusqu'à ce que soudainement, l'Occident décide de faire quelque chose de stupide. Et alors, dans ce cas, les Russes passeront immédiatement à l'occupation totale de la rive gauche du Dnipro. Mais bien sûr, cela augmentera les pertes russes, car chaque fois que vous menez des opérations offensives de cette ampleur, vous perdez plus de monde. Mais je veux citer mon bon ami, le colonel Vladimir Trukhan. Il a déclaré dans les premiers jours de l'opération militaire spéciale que Vladimir Poutine a dit au ministre de la Défense et au chef d'état-major général, littéralement, « Vous êtes libre en ce qui concerne le temps ». Il a utilisé ce terme. L'armée russe n'était plus liée au calendrier. Faites-le aussi longtemps que nécessaire. Voilà. Eh bien, ce n'est évidemment pas seulement dans la région de Donetsk. On le voit aussi à Sumy et à Kharkiv. On le constate également à Kherson. Les Russes seront bientôt dans l'oblast de Dnipropetrovsk, surtout une fois qu'ils auront encerclé Pokrovsk. Oui, c'est... Donc les conquêtes s'étendent au-delà de ces 4 originales. Déjà au-delà, oui. C'est déjà dépassé. Regardez Sumy. Et encore tout récemment, juste avant que nous soyons en ligne ici avec vous,
L'administration militaire de la région de Sumy, ukrainienne, a annoncé que 202 hameaux, villes et villages allaient être évacués de force. Bien sûr, parce que les Russes s'y rendent. Of course, because Russians are going there. Et donc ces nouvelles conquêtes, pensez-vous qu'elles sont destinées à être intégrées à la Fédération de Russie en tant que zone tampon, ou seront-elles utilisées lors de négociations comme des jetons, je suppose, pour obtenir le reste des 4 régions initiales annexées par la Russie? Russians do not want to govern Ukraine. Les Russes ne veulent pas gouverner l'Ukraine, mais il y a, comment dire, une nécessité de créer une zone tampon. Comment elle sera créée, c'est une toute autre histoire. Et ce n'est pas une conquête. Les Russes ne sont pas... Si la Russie cherchait à conquérir des territoires, des choses de ce genre, nous aurions aujourd'hui une situation complètement différente. Non, la Russie ne veut pas gouverner ces gens-là. Avez-vous entendu récemment, au moins ces 8 derniers mois, Vladimir Poutine dire quoi que ce soit à propos du peuple frère? Je ne l'ai plus entendu. Il n'utilise tout simplement plus cette expression. Ce ne sont plus des peuples frères. Il y a une nouvelle nation politique qui s'est construite sur une haine totale de la Russie. Et la majorité de la population, je ne sais pas à quel point elle est grande, mais c'est la majorité, elle abhorre les Russes. Ils ne supportent pas les Russes. Alors pourquoi voudriez-vous prendre cette population à votre charge, la nourrir et vous savez assurer tous les services sociaux nécessaires? Non. Essentiellement, et encore une fois, je comprends qu'il y aura des personnes sensibles qui diront « Oh là là, de quoi parle-t-il » Eh bien, ce plan Margento, l'industrie ukrainienne est pratiquement détruite à ce stade, à l'exception de certaines parties du secteur de l'énergie qui fournissent le minimum nécessaire pour maintenir un semblant de subsistance. To maintain some kind of the livelihood. It's going to be agricultural country, agrarian country. Ce sera un pays agricole, un pays agraire. Si vous voulez l'appeler le plan Morgenthau, alors soit. La Russie ne refera plus jamais cette erreur idiote, surtout celle qui est venue avec M. Khrouchtchev, qui a commencé à bouger et à développer l'Ukraine, son ancien, vous savez, fief, pour ainsi dire, en tant que premier secrétaire du Parti communiste d'Ukraine, alors qu'en réalité, il était ethniquement russe, originaire de la région de l'Oural. Il a toujours été partial. D'abord parce qu'il a pratiquement noyé, englouti cette république dans le sang, au point que Staline lui a dit, il l'a traité d'imbécile. Et devinez quoi? L'Union soviétique, et surtout la Fédération de Russie, pour vous donner un exemple, le célèbre bureau Antonov, d'accord? Les fameux avions cargo Antonov. Ce n'était pas un bureau sibérien, même s'il a commencé à être transféré là-bas dès l'époque de Staline. Mais vous pouviez voir tant d'usines et d'instituts, toutes sortes de choses, déplacées de Russie vers l'Ukraine, surtout à l'époque de Khrouchtchev. Et n'oubliez pas qui était Brejnev. On parlait de la mafia de Dnipropetrovsk. Ce n'était pas pour rien. Bien que russes ethniquement, c'était essentiellement des gens d'Ukraine, des Ukrainiens. Et cela n'arrivera plus désormais. Ma dernière question portait davantage sur les tactiques sur le champ de bataille, car les drones ont vraiment limité la capacité de réaliser de grandes avancées. Ou bien pensez-vous que cela ne se produit que le long des lignes de front actuelles? J'avais un peu supposé qu'aucun des deux camps ne pourrait avancer très rapidement. Mais j'imagine que mon opinion a un peu évolué ces derniers jours en voyant ville après ville tomber. Dans quelle mesure pensez-vous que le champ de bataille a été transformé par les nouvelles technologies introduites? Je peux vous dire une chose, les drones, parmi tout cela, ne représentent pas le plus grand changement. Vous savez, il y a beaucoup de gamers et toutes sortes de gens qui disent « Oh mon Dieu, regardez les drones ». D'abord, les Russes ont déjà introduit des technologies anti-drones.
il existe des drones qui combattent d'autres drones. Donc inévitablement, comme on pouvait s'y attendre, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un drone? Ce n'est qu'une nouvelle itération de la puissance aérienne. Dans ce cas, c'est au niveau tactique. Et c'est ainsi que c'est devenu simplement un autre combat aérien, entre drones et contre-drones. Ce n'est donc pas la force principale en cause. L'écrasante majorité des pertes a été, est et restera due à l'artillerie, y compris ce qu'on appelle les lance-roquettes multiples. Ce sont eux qui sont responsables de plus de 80% des pertes. Et en ce qui concerne les forces blindées, elles ne vont nulle part. Elles continuent de se battre. C'est juste que, dans ce cas particulier, la réalité de leurs points forts et la façon dont leurs lignes défensives sont configurées. D'abord, les Ukrainiens n'ont plus de chars. Je veux dire, ils en ont encore quelques-uns, mais il n'y a plus vraiment de combat de char contre char. Ils ont encore des Bradley, et aujourd'hui, je crois que c'est arrivé aujourd'hui. Selon les dernières données, 2 Léopards ont été détruits par les Russes, ainsi qu'un certain nombre de Bradley. Mais c'est à peu près tout. On est loin de ce que c'était en 2022 ou 2023. Donc même si les drones sont vraiment efficaces et donnent des images impressionnantes, la réalité sur le terrain est simple. Vous avez besoin d'infanterie, d'artillerie et de systèmes de roquettes, et il vous faut bien sûr ce qu'on appelle les complexes RUC, ROC, Recon Strike et Recon Fire, qui reposent évidemment sur des systèmes de reconnaissance avancés de très haut niveau, y compris la reconnaissance technique allant de l'espace jusqu'à la Terre. Et nous observons, oui, c'est la guerre du XXIe siècle, elle est fortement centrée sur le réseau. Et les Russes, en gros, tiennent le coup. Et oui, donc les drones, ils ont vraiment... Oui, cela semble horrible, mais regardez, vous avez un drone. D'accord. Combien de personnes pouvez-vous tuer avec un drone? La plupart du temps, c'est presque individuel, sauf bien sûr si vous touchez un abri. Là, théoriquement, vous pouvez faire exploser 2 ou 3 personnes qui s'y cachent, principalement du côté ukrainien. Évidemment, il faut, vous savez, se cacher par tous les moyens possibles, mais la guerre reste essentiellement une guerre industrielle, où le principal moyen d'impact n'est pas constitué par les drones. Les drones ne sont qu'une partie de l'ensemble, et de loin, pas la plus importante. Nous avons cela, et lorsque les livres blancs seront publiés, ils commencent à être lentement compilés par le ministère russe de la Défense. Évidemment, pas tous. Mais nous ne connaîtrons pas les véritables statistiques et ensembles de données. Beaucoup d'entre eux sont classifiés pour une raison, ne donner aucune idée à l'OTAN. Mais nous savons que la défense aérienne domine. Au final, vous savez, la défense aérienne domine le champ de bataille. Et cela a été démontré. Et à cause de cela, le reste continue comme avant. Une puissance de feu massive standard, une puissance de feu très précise, très exacte, des tirs à longue portée qui dominent le champ de bataille. Eh bien, Andrei Martianov, merci, comme toujours, pour vos analyses. C'est très déprimant de voir que cette guerre continue, mais espérons qu'il y aura tout de même des changements. Merci encore. Avec plaisir.